Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 1er décembre et Noël arrive déjà à grands pas. J'espère en tout cas que vous allez bien et vous profitez peut-être de ce week-end de Black Friday pour faire vos emplettes. Et nous, comme chaque dimanche, on est parti pour faire le tour d'horizon de l'actualité économique de cette semaine. Et pour la première actualité, on s'intéresse aux investisseurs internationaux qui ont peur de la situation économique et politique française. Pour preuve, le taux auquel l'État français emprunte sur les marchés financiers ne cesse de progresser et il faut dire que la différence entre le taux allemand et le taux français a atteint un écart qu'on appelle spread dans le jargon financier qui n'avait pas été atteint depuis 2012. Très concrètement, sur un emprunt à 10 ans qui est donc la durée de référence sur les marchés, l'Allemagne emprunte à 2,08% contre 2,89% pour la France, soit un spread de 0,81%. La France emprunte même désormais plus cher que le Portugal qui emprunte lui à 2,52%, l'Espagne à 2,78% et la France se rapproche même de la Grèce qui emprunte à 2,93%. Alors cette flambée du taux français est la combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, les marchés sanctionnent le retour du risque politique en France, étant donné que le Premier ministre Michel Barnier a déclaré qu'il aurait probablement recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter son projet de budget. En retour, les groupes d'opposition, la France Insoumise et Rassemblement National ont indiqué qu'ils pourraient voter dès le mois prochain une motion de censure du gouvernement, ce qui laisse donc présager encore de l'instabilité politique dans l'Hexagone. Et plus globalement, c'est aussi la situation économique globale de la France qui inquiète, étant donné que depuis des décennies, la France s'endette continuellement pour couvrir ses déficits budgétaires, pour atteindre un niveau inédit de 3200 milliards d'euros de dette. Le problème étant que la France s'endette tellement que cela pèse de plus en plus sur les finances publiques, comme en témoigne le service de la charge de la dette qui représente déjà 50 milliards d'euros par an et est projeté à plus de 80 milliards à l'horizon 2027, soit plus que le budget actuel de la défense. Et alors que la dette s'élève à 112% du PIB national, qui est donc l'un des plus élevés de la zone euro, les marchés traduisent directement leur inquiétude via le risque qu'ils sont prêts à prendre pour prêter à la France. Pour la deuxième actualité, on reste en France où le Sénat a voté pour une augmentation de la flat tax de 30% à 33% en 2025. Alors à 174 voix pour et 167 contre, les sénateurs ont voté pour l'augmentation de 3 points du prélèvement forfaitaire unique. Alors pour rappel, cette taxe a été créée en 2018 et elle a pour but d'alléger et simplifier la fiscalité de l'épargne, étant donné que c'est un impôt à taux unique qui s'applique aux revenus du capital, comme les intérêts, les dividendes et les plus-values sur les placements financiers, c'est-à-dire les assurances-vie, les livrets bancaires, le PEL, etc. Et ces revenus sont actuellement soumis à un taux global de 30% qui se décompose de 12,8% d'impôts forfaitaires et de 17,2% de prélèvements sociaux. Et avec ce nouveau taux voté à 33%, l'amendement prévoit de porter de 12,8% à 15,8% la part des revenus du capital soumis à l'impôt sur le revenu et ajouter aux 17,2% de prélèvements sociaux, on obtient bien une flat tax au taux global de 33%. Et les recettes fiscales supplémentaires attendues de cette évolution sont de l'ordre de 800 millions d'euros annuels pour l'État. En revanche, le vote d'une hausse de la flat tax n'est pas définitif, étant donné que la commission mixte paritaire, qui devrait se réunir le 12 décembre, aura le dernier mot sur l'application de cette mesure ou non. Il n'est donc pas sûr que la hausse de la fiscalité du capital y survive, et elle pourrait aussi disparaître à la faveur d'un recours à l'article 49.3 par le gouvernement pour faire adopter le budget. Pour la troisième actualité, on s'envole à l'international et notamment aux États-Unis où Donald Trump a promis de taxer à hauteur de 25% les produits canadiens et mexicains importés et de 10% ceux chinois. Une décision qu'il justifie par les crises liées aux opiacés et à l'immigration. Le président élu a notamment déclaré sur Truth Social, je cite, « Cette taxe restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion dans notre pays. » Et plus globalement, alors que le Canada, le Mexique et la Chine font partie des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, ces nouvelles annonces promettent d'accroître les tensions commerciales. D'ailleurs, suite à l'annonce, le Canada a rappelé qu'il était, je cite, « essentiel pour l'approvisionnement énergétique des États-Unis ». Il est vrai que c'est notamment le cas sur le pétrole brut, avec environ 3,4 millions de barils par jour qui transitent vers les États-Unis, ce qui représente au bas mot 56
6% des importations américaines de pétrole brut. De son côté, la Chine a prévenu mardi que, je cite, « Personne ne gagnera la guerre commerciale et que la coopération économique entre la Chine et les États-Unis est mutuellement bénéfique ». Par ailleurs, Donald Trump souhaite aussi réintroduire des droits de douane de 10% à 20% sur l'ensemble des produits provenant de l'Union européenne, mais pour l'instant, rien n'a été acté officiellement dans ce sens. Alors plus globalement, de nombreux économistes estiment qu'une hausse des tarifs douaniers augmenterait le coût des produits importés aux États-Unis, et cela pourrait entraîner une inflation domestique, ce qui pèserait donc sur les consommateurs américains, en particulier les ménages à faible revenu, mais aussi sur la compétitivité des entreprises qui craignent de licencier à cause de cette perte de compétitivité. Enfin, utiliser les droits de douane pour résoudre des crises comme des opiacés ou de l'immigration semble globalement économiquement déconnecté. Cette mesure semble plutôt motivée par un discours populiste visant à satisfaire une base électorale en associant notamment des thèmes forts comme la drogue et l'immigration à une action économique directe, donc les taxes, ce qui crée donc un message simple et percutant, mais potentiellement économiquement inefficace. Pour la quatrième actualité, on revient en France où les sénateurs ont voté pour que les bouteilles d'eau en plastique coûtent plus cher en magasin. Très concrètement, ils ont voté un amendement pour passer le taux de TVA de 5,5% à 20% sur ces bouteilles plastiques. Alors l'argument des sénateurs est d'inciter les consommateurs à privilégier l'eau du robinet sur fond de scandale sur les pratiques des industriels de l'eau minérale. Ils ont tout particulièrement pris l'exemple du scandale de Nestlé Waters qui commercialise des marques comme Perrier, Vittel, Epar et Contrex. En fait, le géant suisse de l'agroalimentaire avait reconnu en janvier avoir eu recours à des systèmes de désinfection interdits comme des traitements d'ultraviolets ou encore des filtres au charbon actif pour maintenir, je cite, la sécurité alimentaire de ces eaux minérales. Alors très concrètement par exemple, pour une bouteille d'eau vendue aujourd'hui à 1 € TTC en magasin, le nouveau taux de 20% de TVA fera passer le prix de cette bouteille à 1,136 €, soit une hausse de 13,6%. Et pour un pack de bouteilles à 3 €, la hausse serait de 40,9 centimes d'euros. En revanche, c'est aussi une mesure qui permettra de renflouer les caisses de l'État qui sont au plus mal. Les sénateurs ont estimé que la mesure pourrait rapporter entre 150 et 300 millions d'euros par an. À noter tout de même que le taux de 5,5% sera préservé pour les eaux en bouteille vendues en Outre-mer, étant donné que plusieurs départements font face à une crise chronique de distribution d'eau potable au robinet, notamment en Guadeloupe et à Mayotte. Pour la cinquième et dernière actualité, on repart aux États-Unis où Elon Musk n'a jamais été aussi riche avec ses 347,8 milliards de dollars de fortune. Alors avec une richesse équivalente ou presque au PIB du Qatar ou de l'Irlande, le patron de Tesla et SpaceX prend le large sur Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, à la deuxième place et ses 219 milliards de dollars de fortune selon Bloomberg. Cela s'explique globalement en grande partie par le soutien financier de Musk dans la campagne présidentielle de Donald Trump. Selon le magazine Forbes, quelques heures à peine après l'officialisation de la victoire du candidat républicain, les actions de Tesla ont flambé, permettant à son patron de gagner 15 milliards de dollars. Et un jour après le succès de Donald Trump, la fortune d'Elon Musk a bondi de quelques 26 milliards de dollars, et au total, Musk est aujourd'hui environ 83 milliards de dollars plus riche que depuis le 5 novembre dernier. Après avoir investi plus de 100 millions de dollars dans la campagne de son candidat favori, le milliardaire sud-africain apparaît comme l'autre grand gagnant du scrutin. Musk a aussi été nommé au ministère de l'efficacité gouvernementale par Trump afin de réorganiser l'administration fédérale. Enfin, Musk et ses entreprises devraient aussi profiter de la position dérégulatrice de Trump, qui est donc plus en phase avec les intérêts commerciaux du milliardaire. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast, et pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.